Les néons du cabinet du docteur Hoffmann semblaient bourdonner plus fort que d'habitude, cet après-midi de mardi à Munich. J'étais assise là, les mains tremblantes, agrippant les accoudoirs de la chaise en plastique inconfortable, attendant des mots qui allaient soit me redonner espoir, soit briser ce qui restait de mon monde. « Mélina », dit le docteur Hoffmann, avec cette douceur maîtrisée que les médecins réservent aux annonces dévastatrices. Le cancer a progressé plus agressivement que prévu. Sans traitement immédiat, l'immunothérapie expérimentale dont nous avons parlé, j'ai bien peur qu'il ne vous reste que quelques mois à vivre. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. 2 mois. 8 semaines. Environ 60 jours pour vivre, à 28 ans. La pièce se mit à tourner, et j'eus l'impression de me noyer dans un air devenu soudainement trop épais pour respirer. « Combien ?» murmurai-je, même si je savais déjà que la réponse serait astronomique. Le traitement coûte environ 180 000 €. Il n'est pas pris en charge par l'assurance classique, car il est encore expérimental. Mais les essais cliniques montrent des résultats très prometteurs. Mélina, cela pourrait vous sauver la vie. 180 000 €. Ce chiffre résonnait dans ma tête tandis que je rentrais chez moi, dans le petit appartement que je partageais avec mon frère cadet, Klaus, en périphérie de Munich. Mes mains tremblaient lorsque je composais le numéro de mes parents. « Maman », dis-je lorsqu'elle décrocha, la voix à peine plus forte qu'un souffle. « J'ai besoin de vous parler, à toi et à papa. C'est à propos du cancer. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans le salon où j'avais grandi, entourée de photos de famille qui ressemblaient désormais à des monuments d'une vie qui m'échappait. Mes parents, Heinrich et Greta, étaient assis sur le canapé en face de moi, le visage grave. Klaus, lui, était affalé dans le fauteuil, les yeux rivés sur son téléphone, affichant cette indifférence décontractée qui m'avait toujours exaspérée. « Le médecin dit que j'ai besoin de ce traitement », expliquai-je, la voix brisée. « C'est expérimental, mais ça pourrait me sauver la vie. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais, j'espérais, qu'on pourrait peut-être trouver une solution ensemble. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Papa se racla la gorge et échangea un regard avec maman que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Mélina, ma chérie », dit maman, utilisant ce petit surnom qui, autrefois, me consolait après les genoux écorchés ou les chagrins d'adolescente. Mais aujourd'hui, il sonnait creux. « Tu sais bien qu'on n'a pas ce genre d'argent qui traîne. »« Je ne vous demande pas de simplement me le donner, » repris-je, désespéré. « On pourrait faire un prêt, hypothéquer la maison. Je peux vendre ma voiture, mes bijoux, tout ce que je possède. J'ai juste besoin d'aide. »« Ne compte pas sur nous, » m'interrompit papa, d'un ton sec et ferme. « On a travaillé toute notre vie pour construire ce que nous avons. On ne peut pas tout risquer pour un traitement qui pourrait ne même pas fonctionner. » Ces mots me frappèrent encore plus fort que le diagnostic lui-même. Ne compte pas sur nous. Mes propres parents, ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, venaient de me considérer comme un mauvais investissement. Klaus leva enfin les yeux de son téléphone. « Ouais, Mel, c'est pas comme si t'avais toujours été super responsable avec l'argent non plus. Tu te souviens quand t'as quitté ton job en entreprise pour devenir photographe freelance? Pas vraiment une décision financière brillante. » Je le regardais, lui, mon petit frère. Celui que j'avais aidé à élever quand nos parents faisaient des doubles shifts. Celui que j'avais soutenu pour ses devoirs. Celui que j'avais défendu face aux harceleurs. Sa trahison me transperça plus profondément que n'importe quel scalpel. « Donc c'est ça ?» demandai-je, les larmes coulant sur mes joues. « Vous allez juste me laisser mourir ?»« On ne te laisse pas mourir, » répondit maman, mais sa voix manquait totalement de conviction. « Il doit bien y avoir d'autres options, des essais cliniques, des associations caritatives. » J'ai déjà tout cherché, hurlai-je, perdant enfin le contrôle que je m'efforçais de garder. C'est ma seule véritable chance, et vous êtes en train de me dire que votre retraite confortable vaut plus que la vie de votre fille. Je quittai cette maison en trombe, le cœur brisé, sachant au fond de moi que je ne la reverrais peut-être jamais. Le trajet retour jusqu'à mon appartement fut un brouillard de larmes et de rage. Comment les personnes qui prétendaient m'aimer plus que tout pouvaient-elles m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin d'eux? Les 2 semaines suivantes furent un mélange de désespoir et de recherche frénétique.
Je déposais des demandes pour toutes les bourses médicales que je trouvais, je contactais des fondations contre le cancer, je lançais même une cagnotte en ligne qui atteignit péniblement 3000 €. Je vendis tout ce que je possédais de valeur, mon matériel photo, les bijoux de ma grand-mère, même ma précieuse vieille Volkswagen. Ce n'était même pas proche du montant nécessaire. Klaus m'envoya quelques messages de temps en temps, du style « Comment tu te sens ? Tu tiens le coup ?» Des gestes creux qui ressemblaient plus à une case à cocher qu'à une véritable inquiétude. Je répondais à peine. Et puis, exactement 2 semaines après cette horrible conversation, Klaus m'envoya une photo qui me fit littéralement bouillir de rage. On le voyait, hilar, posant à côté d'un magnifique BMW X5 noir brillant. La légende disait « Cadeau d'anniversaire en avance de la part des parents. #béni, #newride, #vivre ma vie best life ». Je restais figé devant cette photo pendant 5 bonnes minutes, les mains tremblantes de colère. La voiture à côté de laquelle il posait coûtait au moins 70 000 €. Mes parents, qui disaient ne pas pouvoir se permettre de m'aider à sauver ma vie, venaient d'acheter à mon frère parfaitement en bonne santé une voiture de luxe, parce que son anniversaire approchait. Je l'appelai immédiatement. « Mel, t'as vu la photo ? Elle est pas magnifique, répondit Klaus, la voix pleine d'excitation. Tu te fiches de moi, dis-je, d'une voix glaciale. Ils t'ont acheté une BMW ? Ouais. Incroyable, non ? Je m'attendais à une vieille Honda d'occasion ou un truc du genre, mais papa a dit que je méritais quelque chose de bien pour avoir terminé mon master. Le concessionnaire a même ajouté. Je lui raccrochai au nez. Je ne pouvais pas entendre un mot de plus. Ce soir-là, je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond, me sentant plus seul que jamais. Le cancer rongeait mon corps, et ma famille venait de me faire comprendre que j'étais remplaçable. Il me restait peut-être 6 semaines à vivre, pas un sou pour le traitement, et apparemment personne qui tenait assez à moi pour m'aider à me battre. J'ai dû m'endormir en pleurant, car je me réveillai le dimanche matin, vidé, épuisé. Le week-end s'étirait devant moi, vide, dénué de sens. Je passais la journée à organiser mes affaires, écrire des lettres à mes amis, mettre mon testament à jour, choisir quelle photo je voulais pour mes funérailles. Des tâches morbides pour quelqu'un qui aurait dû être en plein dans la fleur de l'âge. Le dimanche soir, je me préparais un dîner simple, des pâtes à l'huile d'olive. Assise à ma minuscule table de cuisine, je picorais un repas dont je n'avais pas envie, en réfléchissant à l'idée d'appeler mes parents une dernière fois. Peut-être que si je suppliais, si je m'humiliais, si je leur promettais de les rembourser d'une façon ou d'une autre. Mais l'image de Klaus posant fièrement avec sa BMW me revenait sans cesse en tête. Non. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir supplier à nouveau. À exactement 21h17, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je faillis ne pas répondre, cela faisait des jours que des sociétés de recouvrement et des services de facturation médicale me harcelaient. Mais quelque chose me poussa à décrocher. Allô ? Mélina Weber à l'appareil. Madame Weber, ici le docteur Sarah Mitchell de la Fondation européenne pour la recherche contre le cancer, à Londres. J'espère que je ne vous appelle pas trop tard. Mon cœur rata un battement. J'avais déposé une demande auprès de leur fonds d'urgence des semaines plus tôt, mais je n'avais eu aucun retour. Non, pas du tout. Que puis-je faire pour vous ? Je vous appelle avec une nouvelle assez extraordinaire. Votre demande de financement d'urgence a été acceptée, mais ce n'est pas la seule raison de mon appel. Madame Weber, connaissez-vous le travail de l'entrepreneur en technologie Marcus Kellner ? Le nom me disait vaguement quelque chose. Je crois. C'est pas lui qui a fondé une société de logiciels ? Oui, Kellner Industries. Il est aussi l'un de nos plus grands donateurs. Madame Weber, sachez que Monsieur Kellner a lu personnellement votre dossier, et il a été profondément touché par votre histoire. Vous voyez, il a perdu sa sœur d'un cancer il y a 5 ans, et il m'a confié que votre cas lui rappelait beaucoup son combat. Je retenais mon souffle, terrifié à l'idée d'espérer. Monsieur Kellner souhaite financer votre traitement personnellement. L'intégralité, les 180 000 €, plus tous les frais supplémentaires qui pourraient survenir. Aucune condition, aucun remboursement.
Il veut simplement vous offrir la chance que sa sœur n'a jamais eue. Le téléphone m'échappa des mains et tomba sur le sol de la cuisine. Je me précipitai pour le ramasser, le cœur battant si fort que je crus qu'il allait exploser. Madame Weber? Vous êtes toujours là? Oui. Oui, je suis là. Désolé, Vous venez de dire qu'il veut, tout payer? Tout. Il a déjà pris contact avec le cabinet du docteur Hoffman. Vous pouvez commencer le traitement dès demain matin, si vous êtes prête. Je me mis à sangloter, des sanglots profonds, mêlant soulagement, gratitude et incrédulité. Après des semaines à entendre que je ne valais pas la peine d'être sauvée, un parfait inconnu venait de m'offrir un avenir. Madame Weber, il y a une autre chose. Monsieur Kellner aimerait vous rencontrer, si vous êtes d'accord. Il sera à Munich la semaine prochaine pour affaires. Oui. Balbutiai-je à travers mes larmes. Oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Après avoir raccroché, je restai assise dans ma cuisine à pleurer pendant ce qui me sembla être des heures. Puis, j'appelai le service d'urgence du docteur Hoffman et lui laissai un message. Je serai là lundi matin, dès l'ouverture, pour commencer le traitement. Mais je n'ai pas appelé ma famille. Pas encore. Le traitement fut brutal. 5 jours par semaine, pendant 6 semaines, je restais assise dans une salle stérile pendant que des médicaments expérimentaux circulaient dans mes veines, luttant contre ce cancer qui essayait de me voler la vie. Marcus Kellner me rendit visite à 2 reprises durant ces semaines, un homme étonnamment doux, dans la cinquantaine, qui me parla calmement de sa sœur Anna, et de combien elle aurait été fière de savoir que sa mémoire avait permis de sauver quelqu'un. Elle disait toujours que nous sommes tous connectés, me confia-t-il lors de sa 2e visite. Et que la seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est d'aider les autres. J'aurais voulu faire plus pour elle, mais peut-être que je peux faire ça pour vous. Klaus m'envoya quelques messages de temps à autre, comment ça se passe, ou j'espère que tu te sens mieux, mais mes réponses furent brèves. Je n'étais pas prête à pardonner. Et encore moins prête à partager ma bonne nouvelle avec des gens qui m'avaient rayé de leur vie. Le jour où je reçus mon premier scanner totalement clair, 6 semaines après le début du traitement, j'appelai enfin mes parents. Mélina. Maman sembla surprise. Comment tu te sens, ma chérie? On était tellement inquiets. Je vais bien, maman. Mieux que bien, en fait. Le cancer a disparu. Silence. Puis, disparu? Mais, comment? Je croyais que tu n'avais pas les moyens de payer le traitement. J'ai trouvé un autre moyen. Comment ça? Tu as été acceptée dans un programme expérimental? Non, maman. Quelqu'un a décidé que ma vie valait la peine d'être sauvée. Un inconnu a fait ce que ma propre famille n'a pas voulu faire. Un long silence s'installa. Mélina, on voulait t'aider, mais Klaus avait besoin d'une nouvelle BMW plus que moi, j'avais besoin de vivre. Je comprends. Ce n'est pas juste. La voiture était un cadeau de fin d'études, ça n'a rien à voir avec. Ça a tout à voir avec ça, criai-je, la voix tremblante. Vous aviez l'argent, maman. Vous l'avez toujours eu. Vous avez juste estimé que je n'en valais pas la peine. On pensait que tu allais mourir de toute façon. On ne voulait pas tout perdre, pour rien. La brutalité de cette honnêteté me gifla en pleine face. Au moins, maintenant, je savais exactement où je me situais dans cette famille. Eh bien, je ne suis pas morte. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de cancer, et je pars vivre à Londres le mois prochain. J'ai reçu une offre d'un studio photo là-bas, il paraît que mon portfolio les a encore plus impressionnés après avoir entendu mon histoire. Londres? Mais, Mélina, tu ne peux pas partir comme ça. On est une famille. Non, dis-je doucement. Une famille ne s'abandonne pas. Une famille ne baisse pas les bras. Nous sommes juste des gens qui partageons le même ADN. Rien de plus. Je raccrochai. Puis, sans une once d'hésitation, je bloquai leur numéro. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Londres, regardant le soleil se coucher sur la Tamise. Mon téléphone vibra avec un message de Marcus. Alors, comment tu t'installes?
Anna aurait adoré Londres. Je souris et répondis. Elle aurait adoré, oui. Merci de m'avoir donné la chance de le découvrir. Klaus avait essayé de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, apparemment furieux que j'aie abandonné la famille. L'ironie ne m'échappa pas. Mais en regardant ma nouvelle ville, ma nouvelle vie, mon nouvel avenir, je compris quelque chose d'essentiel. Parfois, la famille qui compte le plus, ce n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on choisit, et qui vous choisit en retour. J'ai choisi Marcus et la famille de sa fondation. J'ai choisi les médecins et les infirmières qui célébraient chaque scanner clair avec moi. J'ai choisi les autres survivants du cancer que j'avais rencontrés et qui étaient devenus mes soutiens, mes amis, mes confidents. Et eux aussi m'ont choisi. 6 mois après ce diagnostic dévastateur, non seulement j'étais en vie, mais je prospérais. J'avais une carrière de photographe florissante, un cercle d'amis qui tenait réellement à moi, et surtout, j'avais appris ma propre valeur. Parfois, je me demande si ma famille pense encore à moi. S'ils regrettent leur choix. Mais la plupart du temps, je ne pense pas à eux. Je suis bien trop occupée à vivre la vie qu'ils ont jugée indigne d'être sauvée. La vie qui, en réalité, valait absolument tout.